posséder, il vous demandera de regarder en face vos peurs les plus profondes, de remettre en question vos croyances les plus ancrées, de renoncer aux stratégies de survie qui vous ont servi jusqu'à présent, mais en échange, il vous offre quelque chose que l'argent ne peut acheter, que le pouvoir ne peut conférer, que la célébrité ne peut garantir: la liberté authentique, la liberté de celui qui ne dépend plus de l'approbation des autres pour se sentir valable, qui ne craint plus leurs critiques pour rester debout, qui ne redoute plus leur manipulation pour garder le cap. Cette liberté-là intimide naturellement ceux qui vivent encore dans les chaînes de leur conditionnement. Elle les dérange parce qu'elle leur renvoie l'image de ce qu'ils pourraient être s'ils trouvaient le courage de se transformer. C'est pourquoi un esprit véritablement inébranlable n'a jamais besoin de chercher à intimider, il le fait naturellement. Par simple contraste avec la fragilité ambiante, sa force révèle la faiblesse des autres, sa sérénité expose leur agitation. Sa certitude met en évidence leur doute. Attention, cette intimidation naturelle n'est pas un but en soi, c'est un effet secondaire de votre transformation personnelle. Si vous cherchez à intimider pour compenser vos insécurités, vous passez à côté de l'essentiel. L'intimidation authentique naît de la plénitude, pas du manque. Nietzsche l'exprimait magnifiquement: ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Mais il faut bien comprendre ce qu'il entendait par là. Ce n'est pas la souffrance en elle-même qui renforce, c'est la manière dont on choisit d'y réagir. C'est la décision consciente de transformer chaque épreuve en matériau de construction de sa propre grandeur. Car, voici le secret que peu de gens comprennent: chaque émotion négative que vous ressentez, chaque peur qui vous traverse, chaque doute qui vous assaille, représente une opportunité de renforcement mental, à condition de savoir comment les utiliser. La plupart des gens fuient leurs émotions difficiles, les nient, les combattent ou les noient dans des distractions. L'esprit inébranlable, lui, les accueille comme des maîtres sévères venus l'enseigner. Il comprend que la forge de la grandeur a besoin du feu de l'adversité pour fonctionner. Pensez au plus grand nom de l'histoire, pensez à ces figures qui continuent d'inspirer des siècles après leur mort. Qu'est-ce qui les différenciait de leurs contemporains? Leur capacité à transformer leurs blessures en sagesse, leurs échecs en apprentissage, leurs souffrances en compassion. Ils ont tous compris cette vérité fondamentale: on ne devient pas exceptionnel en évitant les difficultés, mais en les transcendant. On ne développe pas un esprit inébranlable dans le confort et la facilité, mais dans la confrontation consciente avec ses propres limites. Et vous? Qu'avez-vous fait de vos épreuves passées? Les avez-vous subies passivement en vous apitoyant sur votre sort? Ou avez-vous eu l'intelligence de les transformer en carburant pour votre évolution? Il n'est jamais trop tard pour changer de perspective. Chaque moment difficile que vous avez traversé peut encore servir votre développement si vous acceptez de l'en extraire les leçons qu'il contenait. Vos cicatrices peuvent devenir vos décorations, si vous apprenez à les voir comme l'épreuve de votre résilience. Mais tout cela ne reste que théorie tant que vous ne passez pas à l'action, car l'esprit inébranlable ne se développe pas dans la réflexion abstraite, mais dans la pratique quotidienne, dans l'application concrète de principes universels à votre réalité particulière. Chaque jour, la vie vous offre des centaines d'occasions de renforcer votre structure mentale ou de la fragiliser. Chaque interaction sociale, chaque défi professionnel, chaque moment de solitude peut devenir un exercice de développement personnel si vous apprenez à les voir sous cet angle. Imaginez-vous dans 6 mois, après avoir appliqué consciemment les principes que vous allez découvrir. Imaginez cette nouvelle version de vous-même, cette présence magnétique qui émane de votre être transformé. Imaginez le respect spontané que vous inspirez, la confiance naturelle qui se dégage de vos moindres gestes. Cette vision n'est pas une fantasy, c'est un objectif parfaitement atteignable si vous acceptez de vous y consacrer avec la détermination d'un sculpteur face à son bloc de marbre, car c'est exactement ce que vous allez faire: sculpter votre propre grandeur en éliminant tout ce qui ne vous sert plus. Le voyage commence maintenant, à cet instant précis où vous prenez la décision de ne plus accepter la médiocrité de votre condition actuelle, où vous refusez de rester spectateur de votre propre existence, où vous choisissez de devenir l'artisan de votre propre métamorphose. Êtes-vous prêt à découvrir les secrets qui transforment un esprit ordinaire en forteresse inébranlable? Êtes-vous disposé à apprendre comment Napoléon et Nietzsche ont percé les mystères de la puissance mentale? Avez-vous le courage d'entreprendre cette quête qui vous mènera bien au-delà de ce que vous imaginez actuellement possible? Imaginez un monde où vous ne douteriez plus jamais de votre valeur, où aucune critique ne pourrait vous ébranler, où votre simple présence commanderait le respect et l'admiration. Un monde où vous seriez enfin devenu cette version supérieure de vous-même que vous pressentez parfois dans vos moments de plus grande lucidité. Ce monde n'est pas une utopie, il vous attend de l'autre côté de votre transformation. Mais pour l'atteindre, il faut d'abord comprendre pourquoi tant de gens échouent à développer cette force intérieure.
Et comment vous pouvez éviter leurs erreurs fatales. Chapitre 2. Regardez-les bien. Ces masques vous entourent chaque jour. Observez attentivement leur façon de réagir face à la moindre contrariété. Leur empressement à chercher des coupables extérieurs à leurs échecs. Leur habitude de courber l'échine devant la première personnalité un peu affirmée qu'ils rencontrent. Vous les voyez dans les transports en commun, ces visages fermés rivés sur leurs écrans, fuyant tout contact visuel qui pourrait les obliger à assumer leur présence dans l'espace. Vous les croisez dans les réunions professionnelles, hochant frénétiquement la tête pour approuver des idées qu'ils trouvent ridicules, mais n'osant pas exprimer leur désaccord. Vous les côtoyez dans les dîners sociaux, riant trop fort, aux plaisanteries médiocres du dominant du groupe, espérant obtenir quelques miettes de reconnaissance. Cette comédie humaine serait presque touchante si elle n'était pas si pathétique, car voici la vérité crue que personne n'ose dire: la majorité des gens vivent dans un état de soumission mentale chronique qui les transforme en pantins manipulables par le premier venu sachant appuyer sur les bons boutons. Pourquoi cette capitulation généralisée? Pourquoi cette abdication massive devant les défis de l'existence? La réponse est aussi simple qu'elle est dévastatrice: parce qu'ils n'ont jamais appris à construire leur propre forteresse intérieure. Ils ont grandi en croyant que leur sécurité dépendait de l'approbation des autres, que leur valeur se mesurait à l'aune des compliments reçus, que leur identité se définissait par les rôles qu'on leur assignait. Résultat, des adultes en apparence, mais des enfants terrorisés dans leur structure mentale, des êtres humains qui sursautent au moindre haussement de voix, qui se ratatinent face à la moindre critique, qui changent d'opinion selon l'humeur de leur interlocuteur. Et le plus frustrant dans tout cela, c'est qu'ils se accommodent. Ils ont fait de leur faiblesse une identité, de leur soumission une vertu, de leur incapacité à s'affirmer une marque de modestie. Ils se racontent qu'ils sont gentils, empathiques, à l'écoute, quand ils sont simplement trop lâches pour assumer leurs convictions. Prenez Marc, par exemple, directeur commercial dans une entreprise de taille moyenne, père de famille respectable, propriétaire d'une belle maison en banlieue. En apparence, tout réussit à Marc. Il a coché toutes les cases de la réussite sociale conventionnelle. Pourtant, Marc vit un enfer quotidien dont il n'ose parler à personne. Chaque matin, en arrivant au bureau, Marc sent son estomac se nouer. Pas à cause de la charge de travail qu'il maîtrise parfaitement. Non, à cause de cette appréhension permanente de devoir affronter les regards, les jugements, les petites humiliations quotidiennes que lui inflige son environnement professionnel. Son patron, Laurent, a rapidement cerné sa faiblesse. Il a compris que Marc ne sait pas dire non, qu'il préfère s'écraser plutôt que d'affronter un conflit. Alors Laurent en abuse. Il lui attribue les dossiers impossibles, lui impose des délais irréalistes, le critique devant l'équipe pour de broutilles, et Marc encaisse encore et encore, avec ce sourire crispé qui ne trompe personne. Ses collègues, eux aussi, ont senti l'odeur de la faiblesse. Ils reportent sur Marc leur propre responsabilité. Sachant qu'il n'osera pas protester, il le coupe systématiquement quand il prend la parole en réunion, détourne ses idées pour se les approprier, l'exclut des conversations importantes. Marc voit tout, comprend tout, mais ne dit rien. Il rationalise: ce n'est pas grave, ce sont des détails, l'important c'est l'ambiance. Soir, en rentrant chez lui, Marc porte sur ses épaules le poids de toutes ces petites défaites accumulées. Sa femme le trouve distant, irritable. Ses enfants apprennent à marcher sur des œufs autour de papa qui a eu une journée difficile. Marc compense sa frustration professionnelle en devenant exigeant, voire tyrannique, avec les seules personnes qui ne peuvent pas lui résister, sa famille. Car voici le paradoxe cruel des esprits faibles: ils deviennent souvent durs avec les plus faibles que pour compenser leur soumission face aux plus forts. Marc, qui n'ose pas tenir tête à son patron, va exploser sur sa femme qui a oublié de faire le plein d'essence. Marc, qui laisse ses collègues lui marcher dessus, va humilier son fils adolescent pour une note médiocre. Mais le pire reste à venir. Un jour, l'entreprise annonce une restructuration. Le poste de Marc est supprimé, pas celui de Laurent, qui a su se rendre indispensable en jouant les relations internes, pas ceux de ses collègues, qui ont formé une coalition pour se protéger mutuellement. Non, c'est Marc qui trinque, Marc le gentil, Marc qui ne fait jamais de vagues à 52 ans. Marc se retrouve au chômage avec pour tout bagage une réputation de type bien et pas très combatif. Les recruteurs le sentent immédiatement. Ce manque d'assurance, cette tendance à s'excuser d'exister, cette façon de baisser les yeux quand on lui pose une question directe. Marc enchaîne les entretiens infructueux, voyant des postes lui échapper au profit de candidats techniquement moins compétents mais mentalement plus solides. Sa confiance en lui, déjà fragile, s'effrite jour après jour. Il commence à douter de ses compétences, de sa valeur, de sa légitimité. Il développe ce que les psychologues appellent l'impuissance apprise, la
Conviction profonde qu'il ne peut rien changer à sa situation, qu'il est condamné à subir. Les événements Mark finit par accepter un poste bien en dessous de ses qualifications. Dans une petite structure où il espère passer inaperçu. Mais même là, l'histoire se répète. Nouveau patron abusif, nouveau collègue prédateur. Même schéma de soumission et d'exploitation. Car Mark n'a pas compris la leçon fondamentale tant qu'on ne change pas intérieurement. On attire toujours les mêmes situations extérieures aujourd'hui. Mark traîne sa frustration comme un boulet. Il a renoncé à ses ambitions, bridé ses rêves, étouffé sa personnalité véritable. Il survit au lieu de vivre, s'adapte au lieu de créer. Réagit au lieu d'agir. Il est devenu la parfaite illustration de ce que Nietzsche appelait l'homme du ressentiment. Amer et gris. Mais incapable de changer sa condition, l'histoire de Mark n'a rien d'exceptionnel. Elle se répète. Des millions de fois, sous des formes légèrement différentes, dans tous les secteurs de la société. Des êtres humains qui possèdent un potentiel énorme, mais qui le gâchent par manque de colonne vertébrale mentale, car voici ce qu'ils n'ont jamais compris dans la jungle sociale moderne. Il n'y a que deux catégories d'individus. Les prédateurs et les proies. Les dominants et les dominés. Ceux qui imposent leur réalité et ceux qui subissent celle des autres. Il n'existe pas de troisième voie. Pas de zone neutre où l'on pourrait tranquillement végéter sans se préoccuper de ces questions de pouvoir. Chaque interaction humaine, même la plus anodine, révèle qui domine la dynamique relationnelle. Regardez deux personnes qui se rencontrent pour la première fois. En quelques secondes, sans même s'en rendre compte, elles établissent une hiérarchie invisible. L'une prend l'ascendant. L'autre se place en position de subordination. Cette classification se fait instinctivement, sur la base de signaux subtils, le contact visuel, la posture, le ton de voix. La vitesse d'élocution, les marques de ce monde perdent systématiquement cette bataille silencieuse. Parce qu'ils émettent tous les signaux de la soumission. Ils détournent le regard, voûtent leurs épaules, parlent trop vite ou trop doucement. Ponctuent leurs phrases de peut-être, probablement. Si vous voulez bien. Ils s'excusent d'avance de déranger. Remercient excessivement pour la moindre attention. Acceptent les interruptions sans protester. Les prédateurs sociaux flairent cette faiblesse à des kilomètres. Ils la sentent comme les requins sentent le sang dans l'eau. Ils savent instantanément qu'ils ont affaire à une proie facile, quelqu'un qu'ils peuvent manipuler, exploiter, écarter selon leurs besoins. Ces prédateurs ne sont pas forcément méchants au sens moral du terme. Ils appliquent simplement la loi naturelle de la sélection sociale. Ils prennent ce qui leur est offert, dominent ceux qui acceptent d'être dominés, utilisent ceux qui se laissent utiliser. C'est la logique implacable du monde réel, celle que les idéalistes refusent de voir mais qui gouverne pourtant toutes les relations humaines. Alors, face à cette réalité brutale, que font la plupart des gens? Ils se racontent des histoires rassurantes. Ils inventent un monde parallèle où la gentillesse serait récompensée, où l'humilité serait respectée, où la soumission serait valorisée. Ils se consolent avec des maximes creuses du type « les derniers seront les premiers », où la violence ne résout rien, mais au fond d'eux-mêmes, ils savent bien que c'est faux. Ils le savent parce qu'ils le vivent quotidiennement. Ils voient bien que ce sont toujours les mêmes qui obtiennent les promotions, qui séduisent les partenaires les plus désirables, qui attirent le respect et l'admiration. Et ce ne sont jamais les plus gentils, les plus effacés, les plus accommodants. Cette prise de conscience génère chez eux une amertume profonde, un ressentiment sourd contre l'injustice du monde. Ils accusent la société d'être superficielle, les gens d'être méchants, la vie d'être infère. Ils développent une philosophie de victime qui leur permet de justifier leur passivité tout en se donnant le beau rôle, car c'est plus confortable de se considérer comme une victime noble que de reconnaître sa lâcheté. C'est plus flatteur de penser que l'on est trop pur pour ce monde de brutes que d'admettre qu'on manque simplement de courage. C'est plus rassurant de croire qu'on choisit la gentillesse que de confesser qu'on n'ose pas s'affirmer. Mais cette stratégie de l'autruche a un prix terrible. Elle condamne ceux qui l'adoptent à une existence de frustration permanente, de regrets accumulés, d'opportunités manquées. Elle les transforme en spectateurs de leur propre vie, en figurant dans le film des autres, en victimes consentantes de leur propre faiblesse. Et le plus tragique, c'est qu'ils transmettent cette faiblesse à leurs enfants. Par leur exemple, ils leur enseignent que la vie est quelque chose qui nous arrive, pas quelque chose qu'on crée. Ils leur inculquent cette philosophie défaitiste qui consiste à s'adapter au lieu de transformer, à subir au lieu de construire. Regardez ces adolescents de jour, élevés par des parents anxieux, dépressifs, incapables de supporter la moindre frustration. Ils ont grandi en croyant que le monde leur devait quelque chose, que leur simple existence leur donnait droit au bonheur et au succès. Quand la réalité les rattrape, ils s'effondrent car personne ne leur a expliqué cette vérité fondamentale. Le respect ne se quémande pas, il se conquiert. La confiance ne se reçoit pas, elle se bâtit. La force ne tombe pas du ciel, elle se forge dans l'épreuve et la discipline. Au lieu de cela,
On leur a vendu le mensonge de l'égalité naturelle des hommes. L'illusion que tous les avis se valent, la chimère d'un monde sans hiérarchie. On leur a fait croire qu'il suffisait d'être authentique pour être respecté, qu'il fallait être soi-même pour réussir, comme si le soi-même de la plupart des gens était autre chose qu'un amas de conditionnement et de peur. La vérité, c'est que l'authenticité ne vaut que si elle révèle quelque chose de fort, de structuré, de respectable. Être authentiquement faible, c'est juste être faible, être soi-même quand son soi est celui d'une victime perpétuelle. C'est se condamner à le rester, mais ce discours dérange. Bien sûr, il oblige à regarder en face des réalités déplaisantes. Il force à admettre que nous sommes tous à des degrés divers. Des marques en puissance, que nous portons tous en nous cette tendance à la soumission. Cette recherche d'approbation, cette peur du conflit qui nous transforme en proie facile. La différence entre ceux qui transcendent cette condition et ceux qui y restent prisonniers. Les premiers acceptent de voir leur faiblesse pour la transformer. Les seconds la nient, la justifient. En font une identité, car voici le paradoxe: pour développer un esprit inébranlable, il faut d'abord accepter d'être ébranlé par cette vérité sur soi-même. Il faut avoir le courage de regarder dans le miroir impitoyable de sa propre médiocrité avant de pouvoir la dépasser. Combien de fois avez-vous agi comme Marc? Combien de fois avez-vous laissé quelqu'un vous marcher dessus par gentillesse? Combien de fois avez-vous renoncé à défendre vos idées par diplomatie? Combien de fois avez-vous accepté l'inacceptable par sagesse? Ces capitulations répétées vont creuser en vous des sillons de faiblesse. Des autoroutes neuronales qui mènent toujours à la soumission. Chaque fois que vous choisissez la facilité de l'évitement, vous renforcez ces schémas. Chaque fois que vous préférez la paix sociale à votre intégrité personnelle, vous trahissez votre potentiel. Mais le plus révoltant, c'est que cette trahison se déguise souvent en vertu. On appelle ça de la tolérance, de la bienveillance, de l'ouverture d'esprit. En réalité, c'est de la lâcheté déguisée. C'est l'incapacité à assumer ses convictions qui se part des atours de la sagesse. Un véritable esprit inébranlable n'a que faire de ces euphémismes. Il appelle un chat et une capitulation une capitulation. Il refuse de transformer ses faiblesses en qualité pour se donner bonne conscience. Il préfère la vérité brutale au mensonge confortable. Cette lucidité dérange, bien sûr. Elle révèle l'imposture de ceux qui font de leur mollesse une philosophie. Elle expose la vanité de ces sages modernes qui prêchent l'acceptation quand ils n'ont simplement pas le courage de se battre. Elle démasque ces pacifistes qui ne sont que des défaitistes en mal de justification, car la vraie question n'est pas de savoir si le conflit est souhaitable ou non, il est inévitable. La seule question qui vaille, c'est de savoir si vous le subirez ou si vous le maîtriserez, si vous en serez la victime ou l'artisan, si vous courberez l'échine ou si vous tiendrez debout. Marc a choisi de courber l'échine. Résultat, une vie de frustration, une carrière ratée, une famille qui ne le respecte pas, un avenir sans perspective. Il a voulu éviter les petits conflits et s'est retrouvé dans un conflit permanent avec lui-même, avec sa dignité, avec ses aspirations. L'ironie cruelle de son histoire, il pensait être intelligent en évitant les affrontements. Il croyait faire preuve de maturité en ne rentrant pas dans le jeu de la compétition sociale. Il s'imaginait au-dessus de ses considérations vulgaires de pouvoir et de domination. En réalité, il n'était qu'un lâche qui se racontait des histoires, un faible qui transformait sa peur en philosophie, un perdant qui faisait de sa défaite une victoire morale. Et vous, dans quelle mesure êtes-vous un Marc qui s'ignore? Dans quelle mesure votre gentillesse cache-t-elle votre peur? Dans quelle mesure votre diplomatie dissimule-t-elle votre lâcheté? Ces questions dérangent, n'est-ce pas? Elles réveillent cette petite voix intérieure que vous préférez faire taire. Celle qui vous souffle que vous valez mieux que la vie que vous menez, que vous méritez plus de respect que celui qu'on vous accorde, que vous pourriez être plus fort que vous ne le montrez. Cette voix a raison. Mais pour l'écouter vraiment, il faut d'abord accepter de remettre en question tout ce système de croyances qui vous maintient dans votre zone de médiocrité confortable. Il faut avoir le courage de reconnaître que votre gentillesse n'est peut-être qu'une stratégie d'évitement, que votre tolérance n'est peut-être que de l'indifférence, que votre sagesse n'est peut-être que de la résignation, car les marques de ce monde ne manquent ni d'intelligence ni de compétences techniques. Ce qui leur manque, c'est cette dimension fondamentale de l'être humain, la capacité à s'affirmer, à défendre son territoire psychologique, à imposer le respect par sa simple présence. Cette capacité ne s'improvise pas. Elle se cultive, se développe, se renforce par la pratique quotidienne. Elle exige de sortir de sa zone de confort, d'accepter le risque du conflit, d'assumer la responsabilité de ses actes et de ses choix. Mais la plupart des gens préfèrent rester dans leur prison dorée, entourés de barreaux invisibles mais bien réels, la peur du jugement, l'obsession de l'harmonie, le besoin d'être aimé à tout prix. Il se prive ainsi de ce qui fait la grandeur de l'existence humaine, la liberté de dire non, le pouvoir de tracer sa route,
L'ivresse de conquérir sa propre estimée si vous décidiez de faire différent. Et si vous refusiez de rejoindre cette armée de marques qui peuple nos bureaux, nos familles, notre société? Et si vous choisissiez de développer cette présence magnétique qui fait reculer les prédateurs et attire le respect, cette décision changerait tout. Non seulement votre relation aux autres, mais votre relation à vous-même. Car celui qui apprend à se respecter oblige les autres à le respecter. Celui qui refuse d'être traité comme une victime cesse d'attirer les bourreaux. Celui qui développe sa force intérieure transforme automatiquement sa réalité extérieure. Mais pour cela, il faut d'abord comprendre les mécanismes secrets qui gouvernent le développement d'un esprit véritablement inébranlable. Il faut saisir la logique profonde qui permet à certains de dominer quand d'autres subissent, de créer quand d'autres copient, d'inspirer quand d'autres suivent. Il existe des lois universelles qui gouvernent le développement de la puissance mentale, tout comme il existe des lois physiques qui régissent le mouvement des planètes. Ces lois ont été découvertes, étudiées et codifiées par les plus grands esprits de l'humanité. Elles ne dépendent ni de votre opinion, ni de vos croyances, ni de vos préférences. Elles fonctionnent avec la régularité implacable d'un mécanisme d'horlogerie cosmique. Napoléon, il a passé 25 années de sa vie à interviewer les hommes les plus prospères de son époque. Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie et Theodore Roosevelt. Tous ces géants avaient bâti leur succès sur des fondations mentales similaires. Il a identifié les dénominateurs communs de leur réussite et les a cristallisés dans ce qu'il appelait la philosophie du succès. Sa découverte la plus révolutionnaire? L'esprit humain fonctionne exactement comme un poste de radio. Il peut être accordé sur différentes fréquences et selon la fréquence choisie, il attire des réalités correspondantes. Accordez votre esprit sur la fréquence de la peur et vous attirerez les situations qui confirment vos craintes. Accordez-le sur celle de la confiance, et vous magnétiserez les opportunités qui valident votre foi en vous-même. Cette loi de l'attraction mentale n'a rien de mystique, elle repose sur des mécanismes psychologiques et neurologiques parfaitement documentés. Votre cerveau ne perçoit consciemment qu'une infime partie des informations qui l'entourent, environ 40 bits par seconde sur les 11 millions de bits qu'il traite. Le reste est filtré selon vos croyances dominantes, vos attentes, vos conditions. Autrement dit, vous ne voyez pas le monde tel qu'il est, mais tel que vous êtes. Si vous vous percevez comme une victime, votre cerveau mettra en évidence tous les éléments qui confirment cette perception. Si vous vous concevez comme un conquérant, il soulignera toutes les opportunités de conquête qui vous entourent. Friedrich Nietzsche avait intuitivement saisi cette vérité quand il écrivait « Il n'y a pas de fin, seulement des interprétations ». Chaque événement de votre existence peut être interprété comme une catastrophe ou comme une opportunité selon l'angle sous lequel vous choisissez de l'examiner. Cette liberté d'interprétation constitue votre pouvoir le plus fondamental et le plus méconnu. La plupart des gens subissent leurs interprétations au lieu de les créer consciemment. Ils laissent leur conditionnement passé dicter leur lecture du présent. Ils permettent à leurs peurs héritées de colorer leur vision de l'avenir. Ils abdiquent ainsi leur responsabilité créatrice au profit d'un automatisme mental qui les maintient prisonniers de schémas répétitifs. L'esprit inébranlable, lui, assume pleinement cette responsabilité d'interprétation. Il comprend qu'il est l'auteur de sa propre réalité, le metteur en scène de son expérience de vie. Il ne subit pas les événements, il les orchestre. Par la puissance de sa vision antérieure, cette compréhension transforme radicalement la relation à l'adversité. Là où l'esprit faible voit un obstacle insurmontable, l'esprit fort aperçoit un tremplin vers un niveau supérieur. Là où le premier s'apitoie sur son malheur, le second cherche la leçon cachée dans l'épreuve. Là où l'un se plaint de l'injustice du sort, l'autre saisit l'occasion de révéler sa véritable nature. Épictète, le philosophe stoïcien et esclave, avait formulé ce principe avec une clarté cristalline. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Un esprit véritablement libre comprend qu'il ne peut pas toujours contrôler les circonstances extérieures, mais qu'il garde toujours le pouvoir absolu sur ses réactions intérieures. Cette liberté intérieure représente l'essence même de l'esprit inébranlable. Elle ne dépend d'aucune condition extérieure, d'aucune approbation sociale, d'aucune circonstance favorable. Elle puise sa force dans sa propre profondeur, sa stabilité dans sa propre cohérence, sa puissance dans sa propre authenticité. Mais attention, cette authenticité n'a rien à voir avec l'expression spontanée de tous vos états d'âme. Elle réside dans l'alignement conscient entre vos valeurs profondes et vos actions quotidiennes. C'est la différence entre être esclave de ses impulsions et être maître de ses choix. Carl Jung avait magistralement décrit ce processus de maturation psychologique qu'il appelait l'individualisation. Selon lui, la plupart des humains vivent dans un état d'identification inconsciente avec leurs masques sociaux, leurs rôles familiaux, leurs conditionnements culturels.
Ils se prennent pour ces personnages qu'ils jouent sans s'en rendre compte. L'individu authentique, lui, transcende ses identifications limitantes. Il développe ce que Jung appelait la fonction transcendante, la capacité à observer ses propres mécanismes psychologiques avec le détachement d'un scientifique étudiant un phénomène naturel. Cette observation lucide lui permet de choisir consciemment ses réactions au lieu de les subir passivement. Cette capacité d'auto-observation transforme littéralement la structure mentale. Au lieu d'être identifié à vos émotions, vous apprenez à les considérer comme des informations utiles mais non contraignantes. Au lieu d'être emporté par vos pensées, vous développez la faculté de les examiner avec un recul critique. Au lieu d'être déterminé par vos conditionnements, vous acquérez la liberté de les reprogrammer. Voici la loi fondamentale: tout ce que vous observez consciemment perd automatiquement son pouvoir de vous contrôler. La peur qui vous paralyse dans l'obscurité de l'inconscient s'évanouit quand vous la regardez en face avec la lumière de la conscience. La colère qui vous submerge quand vous vous identifiez à elle devient un simple phénomène énergétique quand vous apprenez à la contempler sans vous y perdre. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Elle exige une pratique quotidienne, une vigilance constante, une discipline de fer, car vos anciens schémas mentaux ne disparaissent pas facilement. Ils résistent, reviennent, tentent de reprendre le contrôle dès que votre attention se relâche. C'est ici qu'intervient la notion de discipline créatrice développée par les grands maîtres de l'autodominio. Cette discipline n'a rien à voir avec la répression brutale de vos élans naturels. Elle consiste à canaliser votre énergie psychique vers des objectifs choisis consciemment plutôt que de la laisser se disperser dans des réactions automatiques. Imaginez votre psyché comme un fleuve puissant. Laissé à lui-même, ce fleuve se répand en marécage, perd sa force dans 1000 bras morts, s'enlise dans les méandres de la dispersion, mais canalisé par la discipline, il devient un torrent capable de tailler les montagnes et de transformer les paysagismes. Clee, dans ses recherches sur la formation des habitudes, a démontré scientifiquement ce que les sages intuitionnaient depuis des millénaires: nous sommes les créatures de nos routines mentales. 90% de nos pensées quotidiennes sont des répétitions des pensées de la veille. Nos cerveaux fonctionnent en mode automatique, reproduisant les mêmes schémas avec une fidélité robotique. Cette découverte révèle l'enjeu véritable de la transformation personnelle. Il ne s'agit pas de changer ponctuellement de comportement, mais de reprogrammer les automatismes qui génèrent ces comportements. Il faut intervenir au niveau des racines, pas seulement des branches. La méthode est d'une simplicité trompeuse: identifier les schémas mentaux qui vous desservent, puis les remplacer systématiquement par des schémas plus puissants. Chaque fois que vous surprenez votre esprit en train de reproduire un ancien pattern de faiblesse, vous l'interrompez consciemment et vous le redirigez vers un nouveau pattern de force. Cette pratique exige une vigilance de tous les instants. Au début, vous devez devenir le gardien de vos propres pensées, le superviseur de vos propres réactions. Vous devez apprendre à vous observer avec la constance d'un moine en méditation et la précision d'un chercheur en laboratoire. Mais progressivement, cette vigilance consciente s'automatise. Vos nouveaux schémas deviennent aussi naturels que les anciens. Votre nouveau moi supplante définitivement votre ancien moi. Vous accédez alors à ce que Nietzsche appelait l'état de surhomme, un niveau de fonctionnement psychologique, où vous créez vos propres valeurs au lieu de subir celles des autres. Cette création de valeurs personnelles ne signifie pas un rejet nihiliste de toute morale. Elle implique au contraire une responsabilité accrue, celle de devenir votre propre législateur intérieur, votre propre guide moral. Votre propre source d'inspiration est l'inébranlable. Ne copie pas, il crée. Il ne suit pas. Il trace. Il ne réagit pas. Il initie. Cette capacité d'initiative le place automatiquement en position de leadership, même quand il n'occupe aucun poste officiel de pouvoir, car le vrai pouvoir ne vient pas du titre qu'on porte, mais de la force qu'on a. Dégage Viktor Frankl, survivant des camps de concentration nazis, avait découvert dans les conditions les plus extrêmes cette vérité fondamentale entre le stimulus et la réponse. Il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse se trouve notre croissance et notre liberté. Espace dont parle Frankl. C'est le territoire de l'esprit inébranlable. C'est cette zone de liberté intérieure que personne ne peut vous enlever, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est votre citadelle mentale, votre refuge ultime, votre source inépuisable de pouvoir personnel. Mais pour accéder à cet espace, il faut d'abord accepter de ralentir, dans un monde qui vous pousse constamment à réagir impulsivement. L'esprit fort cultive l'art de la pause. Il refuse de se laisser entraîner dans la spirale de la réactivité émotionnelle qui caractérise les esprits faibles. Cette capacité de pause n'est pas de l'hésitation ou de l'indécision, c'est au contraire l'expression d'une confiance absolue en sa propre capacité à choisir la réponse optimale. C'est le refus de gaspiller son
Énergie dans des réactions inadéquates. La détermination à utiliser chaque situation comme une occasion de renforcer sa maîtrise. Personnel observé, les grands leaders, les véritables meneurs d'hommes, ils partagent tous cette qualité particulière, ils ne se précipitent jamais dans leurs réponses. Ils prennent le temps de la réflexion, même dans l'urgence. Ils cultivent cette densité mentale qui leur permet de puiser dans leurs ressources profondes plutôt que de se contenter de réactions superficielles. Cette densité mentale s'acquiert par la confrontation consciente avec vos propres résistances intérieures. Chaque fois que vous faites quelque chose qui vous demande un effort, qui vous sort de votre zone de confort, qui vous oblige à dépasser vos limites habituelles, vous ajoutez une couche de solidité à votre structure psychologique. C'est pourquoi les esprits forts recherchent instinctivement les défis, les difficultés, les situations qui testent leur résilience. Ils comprennent que la force ne se développe que dans la résistance, que le muscle mental ne se renforce que dans l'exercice, que le caractère ne se forge que dans l'épreuve. À l'inverse, les esprits faibles fuient systématiquement tout ce qui pourrait les contraindre à grandir. Ils choisissent toujours la facilité, évitent les confrontations, contournent les obstacles. Résultat, ils restent prisonniers de leur médiocrité initiale, incapables d'évoluer vers des niveaux supérieurs d'accomplissement personnel. Cette loi de l'effort nécessaire explique pourquoi les sociétés trop confortables produisent des générations d'individus psychologiquement fragiles. Quand tout est facile, rien ne forge le caractère. Quand tout est acquis, rien ne développe la détermination. Quand tout est permis, rien ne cultive la discipline. L'esprit inébranlable comprend cette dynamique et refuse de tomber dans le piège de la facilité. Il s'impose volontairement des contraintes, se fixe des objectifs ambitieux, se crée des défis personnels. Il transforme sa vie en terrain d'entraînement permanent pour son développement intérieur. Cette philosophie de l'effort conscient le distingue radicalement de la masse qui recherche constamment le plaisir immédiat et fuit la moindre difficulté, tandis que les autres s'affaiblissent dans la mollesse. Lui se renforce dans la discipline, tandis qu'il se disperse dans les distractions. Lui se concentre sur ses objectifs, tandis qu'il subit leurs impulsions. Lui maîtrise ses choix. Cette maîtrise ne se limite pas aux grandes décisions de l'existence. Elle s'exprime d'abord et surtout dans les micro-choix quotidiens, se lever à l'heure prévue, plutôt que de céder à la tentation du snooze. Maintenir sa parole même quand personne ne vous regarde, respecter ses engagements envers vous-même, avant de songer à plaire aux autres, car voici une vérité que peu de gens saisissent. Votre relation avec vous-même détermine toutes vos autres relations. Si vous ne vous respectez pas, personne ne vous respectera. Si vous ne vous faites pas confiance, personne ne vous fera confiance. Si vous ne vous tenez pas vos promesses à vous-même, pourquoi les autres croiraient-ils en vos engagements envers eux? Cette cohérence interne génère naturellement ce que les psychologues appellent la présence. Cette qualité indéfinissable qui fait qu'on remarque certaines personnes dès qu'elles entrent dans une pièce, qu'on se tait spontanément quand elles prennent la parole, qu'on se sent instinctivement impressionné par leur simple proximité. La présence ne s'achète pas, ne s'imite pas, ne se fabrique pas artificiellement. Elle émane de la profondeur, de l'authenticité, de la cohérence entre l'être et le paraître. C'est la signature énergétique de l'esprit inébranlable, son aura naturelle, son rayonnement spontané. Mais cette présence peut aussi intimider ceux qui n'ont pas fait le travail de développement intérieur. Elle révèle par contraste leur propre superficialité, leur propre incohérence, leur propre faiblesse. C'est pourquoi les esprits forts suscitent souvent des réactions ambivalentes, admiration et jalousie, respect et ressentiment. Fascination et crainte. Cette ambivalence ne doit pas vous préoccuper. Elle fait partie intégrante du processus de transformation, en accédant à des niveaux supérieurs de développement personnel. Vous vous séparez naturellement de ceux qui choisissent de rester dans la médiocrité. Cette séparation est inévitable et nécessaire car vous ne pouvez pas élever votre niveau de conscience en restant entouré de personnes qui tirent constamment vers le bas. Vous ne pouvez pas développer votre force mentale en fréquentant uniquement des esprits faibles. Vous ne pouvez pas cultiver l'excellence en vous complaisant dans l'environnement de la médiocrité. Cette logique implacable exige de vous des choix difficiles. Quels amis garder et quels environnements fréquenter? Quelles influences accepter dans votre vie? Ces décisions détermineront largement la vitesse et l'ampleur de votre transformation. L'esprit inébranlable assume pleinement cette responsabilité de sélection. Il choisit consciemment ses influences, filtre ses informations, contrôle ses inputs mentaux avec la rigueur d'un directeur de laboratoire supervisant la pureté de ses échantillons, car il a compris cette loi fondamentale. Vous devenez inévitablement la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Leurs pensées influencent vos pensées. Leurs habitudes contaminent vos habitudes. Leur niveau d'exigence détermine votre niveau d'exigence. Cette influence mutuelle fonctionne dans les deux sens. Si vous élevez votre propre standard,
Vous obligez votre entourage à s'élever aussi ou à s'éloigner naturellement. Si vous maintenez un niveau de médiocrité, vous autorisez et encouragez la médiocrité autour de vous. Le choix vous appartient. Voulez-vous être un élévateur ou un niveleur par le bas? Un inspirateur ou un confirmateur de faiblesse? Un catalyseur de transformation ou un gardien du statu quo? Ces questions ne sont pas rhétoriques. Elles déterminent la trajectoire de votre existence et l'impact que vous aurez sur le monde qui vous entoure. Elles révèlent le type de leader que vous êtes appelé à devenir, celui qui tire les autres vers le haut ou celui qui les maintient dans leur zone de confort stérile, car, si vous lisez ces lignes, c'est que quelque chose en vous aspire à plus de grandeur, à plus de puissance, à plus d'impact. Cette aspiration n'est pas accidentelle. Elle révèle votre nature profonde, votre potentiel authentique, votre destinée véritable. Mais pour actualiser ce potentiel, il faut maintenant passer de la compréhension théorique à l'application pratique. Il faut transformer ces principes universels en habitudes quotidiennes, ces lois abstraites en exercices concrets. Cette philosophie en mode de vie assez de théorie, il est temps de forger votre armure mentale. Dans le feu de la pratique quotidienne, l'esprit inébranlable ne se construit pas dans les livres ou les séminaires, mais dans l'application rigoureuse de techniques éprouvées jour après jour. Situation après situation, défi après défi, voici les 5 piliers fondamentaux qui transformeront votre psychisme fragile en forteresse impénétrable. Chacun de ces piliers représente un domaine d'entraînement spécifique, une dimension particulière de votre développement personnel. Maîtrisez-les tous, et vous deviendrez cette force de la nature humaine que vous pressentez en vous. Premier pilier, l'art du contact visuel dominateur. Commencez par révolutionner votre regard. Vos yeux sont les fenêtres de votre âme, mais aussi les canons de votre puissance intérieure. Un regard fuyant trahit un esprit fuyant. Un regard stable révèle un esprit ancré. Un regard pénétrant propose le respect sans qu'un mot soit prononcé. Entraînez-vous quotidiennement à maintenir le contact visuel dans toutes vos interactions. Quand quelqu'un vous parle, fixez-le avec une intensité tranquille qui démontre votre présence totale à l'échange. Ne soyez pas le premier à détourner les yeux, sauf si vous choisissez consciemment de le faire pour des raisons stratégiques. Imaginez cette situation, votre patron vous convoque pour vous reprocher un détail insignifiant, dans le but évident de vous déstabiliser et d'affirmer sa domination. L'ancien vous aurait baissé les yeux, bafouillé des excuses, accepté cette humiliation gratuite. Le nouveau vous plante son regard droit dans le sien. Avec la sérénité du chêne qui ne craint pas la tempête, vous ne dites rien d'agressif. Vous n'adoptez pas une posture de défi. Vous maintenez simplement ce contact visuel stable qui communique un message clair. Je vous entends, mais je ne me soumets pas à votre tentative d'intimidation. Cette simple attitude transforme immédiatement la dynamique de pouvoir. Pratiquer cet exercice devant votre miroir. Regardez-vous dans les yeux pendant 5 minutes chaque matin. Observez votre propre regard, évaluez sa force. Travaillez son intensité. Apprenez à projeter à travers vos yeux cette confiance inébranlable qui caractérise les grands leaders. Mais attention, il ne s'agit pas de fixer les gens avec l'agressivité d'un psychopathe. Le regard de l'esprit inébranlable combine intensité et bienveillance, fermeté et humanité. C'est un regard qui ne craint rien parce qu'il n'a rien à cacher, qui ne fuit rien parce qu'il assume tout. Exercez-vous progressivement. Commencez avec les serveurs, les caissiers, les réceptionnistes. Ces interactions à faible enjeu vous permettront de développer votre assurance sans risquer de conséquences importantes. Puis étendez cette pratique à vos collègues, vos amis, votre famille. Vous remarquerez rapidement les changements. Les gens vous écouteront avec plus d'attention, ils interrompront moins vos phrases, ils solliciteront davantage votre avis. Votre simple regard aura commencé à modifier la perception que les autres ont de votre personnalité. Deuxième pilier, la maîtrise de la parole, rare et impactante. Transformer radicalement votre rapport à la parole. Dans un monde saturé de bavardage insignifiant, celui qui sait se taire acquiert automatiquement une aura de mystère et de profondeur. Vos mots deviennent précieux par leur rareté, puissants par leur précision, mémorables par leur densité. Cessez immédiatement de commenter chaque situation, de donner votre avis sur tout, de remplir chaque silence par des paroles inutiles. L'esprit faible a horreur du vide et le comble par du verbiage. L'esprit fort se repose dans le silence et ne parle que pour ajouter de la valeur à l'échange. Quand vous prenez la parole, que ce soit pour révéler quelque chose d'important, pour poser une question pertinente ou pour partager une observation utile, éliminez de votre vocabulaire les mots parasites de « voilà »,« bon »,« donc », « en fait ». Ces béquilles verbales trahissent un manque de structure mentale et diluent l'impact de votre message. Prenons un exemple concret. Vous assistez à une réunion où un collègue présente un projet manifestement bancal. Tout le monde acquiesce poliment par lâcheté sociale. L'ancien vous aurait soit approuvé par conformisme,
soit critiquer maladroitement en vous attirant l'hostilité générale. Le nouveau vous attend. Vous écoutez jusqu'au bout sans manifester de réaction. Puis, quand le présentateur demande s'il y a des questions, vous laissez passer quelques secondes de silence. Enfin, vous prenez la parole avec calme. Cette approche soulève 3 questions fondamentales. Vous énoncez alors vos interrogations avec précision, sans émotion, sans attaque personnelle. Cette intervention mesurée aura infiniment plus d'impact que 10 interventions impulsives. Votre silence initial aura créé l'attente. Votre introduction structurée 3 questions fondamentales aura donné le cadre. Votre ton posé aura évité l'escalade émotionnelle. Résultat, vous serez perçu comme quelqu'un de réfléchi, de constructif, de respectable. Entraînez-vous à cette discipline de la parole rare. Avant chaque prise de parole, posez-vous 3 questions. Est-ce utile? Est-ce vrai? Est-ce bienveillante? Si vous ne pouvez pas répondre positivement aux 3, taisez-vous. Cette simple règle éliminera 80% de vos paroles inutiles et multipliera par 10 l'impact des 20%. Restant développer également votre capacité à poser des questions puissantes plutôt que d'asséner des affirmations. Qu'est-ce qui vous fait penser que cette solution fonctionnera? Est infiniment plus efficace que cette solution ne marchera jamais. La question oblige l'interlocuteur à réfléchir. L'affirmation le pousse à se défendre. 3e pilier, l'indifférence souveraine face aux provocations. Cultivez cette qualité rare qu'est l'imperturbabilité face aux tentatives de manipulation émotionnelle. Dans un monde où tout le monde réagit à tout, celui qui reste serein dans la tempête devient automatiquement le capitaine du navire. Votre stabilité intérieure devient un refuge que les autres respectent et envient secrètement. Analyser vos triggers personnels. Ces boutons poussoirs que les manipulateurs utilisent pour vous faire perdre votre sang-froid. Est-ce la critique de votre apparence? La remise en question de vos compétences? L'attaque sur vos valeurs? L'ironie sur vos ambitions? Identifiez précisément ce qui vous fait sortir de vos gonds. Une fois ces déclencheurs identifiés, reprogrammez consciemment vos réactions. Au lieu de vous emporter quand quelqu'un appuie sur un de vos boutons, souriez intérieurement. Cette personne vient de vous révéler sa faiblesse. Elle a besoin de vous déstabiliser pour se sentir forte. Cette information fait d'elle votre obligé, pas votre adversaire. Imaginez cette scène. Un collègue jaloux de votre récente promotion vous lance devant témoin. Finalement, tu as réussi à faire du lèche-botte avec les bonnes personnes. L'ancien vous se serait justifié avec véhémence, aurait contre-attaqué avec agressivité, ou se serait renfermé dans un silence boudeur. Le nouveau vous accueille cette provocation avec un sourire tranquille. Vous marquez une pause, regardez votre interlocuteur avec bienveillance, puis répondez avec une simplicité désarmante. C'est une perspective intéressante. Puis vous changez de sujet ou vous vous éloignez. Cette réaction déconcerte totalement l'agresseur. Il s'attendait à une escalade émotionnelle qui lui aurait permis de vous faire descendre à son niveau. Votre sérénité révèle son infantilisme et vous grandit aux yeux des témoins. Vous venez de transformer une attaque en démonstration de votre supériorité mentale. Entraînez cette indifférence souveraine en commençant par les provocations mineures, le conducteur agressif, le client désagréable, le proche de mauvaise humeur. Ces situations à faible enjeu vous permettront de développer vos réflexes d'imperturbabilité avant d'affronter des défis plus importants. Développez également des techniques de gestion physiologique de l'émotion. Quand vous sentez la colère monter, respirez profondément par le ventre. Quand l'irritation vous gagne, détendez consciemment vos muscles faciaux. Quand la frustration vous envahit, ralentissez délibérément votre débit de parole. Ces micro-techniques vous permettront de garder le contrôle, même dans les situations les plus tendues. Rappelez-vous cette vérité fondamentale: celui qui vous fait réagir émotionnellement vous contrôle. Celui qui garde son calme garde le pouvoir. En développant votre indifférence souveraine, vous inversez les rapports de force à votre avantage. 4e pilier, l'affirmation tranquille de vos limites. Apprenez à dire non avec la fermeté douce de celui qui n'a rien à prouver et rien à craindre. Vos limites personnelles définissent votre territoire psychologique. Les faire respecter équivaut à faire respecter votre personne. Les laisser violer revient à inviter votre propre dévalorisation. La plupart des gens ne savent pas poser leurs limites par peur du conflit, besoin d'approbation, ou illusion qu'ils doivent tout accepter pour être aimés. Cette faiblesse les transforme en victimes chroniques, en éponges émotionnelles, en paillasson humain que tout le monde peut utiliser à sa convenance. L'esprit inébranlable comprend que poser ses limites n'est pas un acte d'agression mais un acte de respect de soi-même et respect des autres. En définissant clairement ce que vous acceptez et ce que vous refusez, vous facilitez les relations en éliminant les malentendus et les frustrations mutuelles. Commencez par identifier vos limites non négociables. Qu'est-ce qui vous est absolument inacceptable dans votre vie personnelle, professionnelle, relationnelle?
Écrivez ces limites noir sur blanc. Cette clarification mentale constitue la première étape de leur mise en application. Voici un exemple pratique. Votre chef a pris l'habitude de vous appeler le soir pour des urgences qui n'en sont pas vraiment. Cette intrusion dans votre vie privée vous irrite. Mais vous n'osez rien dire par peur de paraître pas assez investi. Résultat, vous êtes constamment sur le qui-vive, votre stress augmente. Votre famille subit vos tensions, l'esprit inébranlable gère cette situation avec élégance. Lors d'un moment approprié, vous demandez un entretien privé avec votre chef. Vous lui expliquez calmement « J'ai remarqué que vous nous contactez parfois le soir pour être pleinement efficace dans mes fonctions. J'ai besoin de pouvoir déconnecter après 19 heures, sauf en cas d'urgence absolue. Pouvons-nous définir ensemble ce qui constitue une vraie urgence ? Cette approche est parfaite. Vous posez votre limite sans agressivité. Vous justifiez votre demande par votre efficacité professionnelle. Vous impliquez votre interlocuteur dans la définition de l'exception. Vous ne subissez plus. Vous négociez. Vous ne vous plaignez pas. Vous proposez étendre cette pratique à tous les domaines de votre existence. Apprenez à refuser les invitations qui ne vous tentent pas, les demandes qui dépassent vos capacités, les compromis qui trahissent vos valeurs. Chaque non assumé renforce votre intégrité personnelle et votre crédibilité sociale. Mais attention, poser ses limites ne signifie pas devenir rigide ou inflexible. L'esprit inébranlable distingue l'essentiel de l'accessoire, les principes des préférences. Il sait quand tenir fermement sa position et quand accepter un compromis intelligent. Développez également l'art de la limite bienveillante. Au lieu de dire non, je ne peux pas, dites ce n'est pas possible pour moi. Mais voici ce que je peux vous proposer à la place. Cette formulation maintient la relation tout en protégeant votre intégrité. Cinquième pilier, la gestion stratégique de votre image sociale. Comprenez que votre réputation vous précède dans chaque interaction et détermine largement la façon dont on vous traite. Cette réputation n'est pas le fruit du hasard, elle résulte de 1000 petits choix quotidiens qui, accumulés, construisent l'image que les autres ont de votre personnalité. L'esprit faible subit sa réputation. Il ne comprend pas pourquoi certains le respectent et d'autres l'ignorent. Pourquoi certaines opportunités lui échappent et d'autres lui tombent dessus. Il attribue ces variations aux caprices du sort ou à l'injustice du monde. L'esprit inébranlable sculpte consciemment sa réputation. Il sait que chaque parole prononcée, chaque engagement respecté ou trahi, chaque réaction face à l'adversité contribue à forger l'opinion que son entourage se fait de sa valeur. Il gère donc son image avec la précision d'un stratège militaire planifiant une campagne. Cette gestion ne consiste pas à porter un masque ou à jouer un rôle. Elle consiste à révéler systématiquement vos meilleures qualités tout en gardant vos faiblesses pour votre forum intérieur. Vous restez authentique, mais vous choisissez quelle facette de votre authenticité vous exposez selon les circonstances. Définissez les 3 qualités principales que vous voulez voir associées à votre nom. Par exemple, fiabilité, compétence, intégrité. Puis, dans chaque situation sociale ou professionnelle, demandez-vous « Comment puis-je démontrer ces qualités par mes actes ?» Cette simple question orientera vos comportements vers la construction de l'image désirée. Prenons l'exemple de la fiabilité. Si c'est une qualité que vous voulez développer dans votre réputation, commencez par respecter scrupuleusement tous vos micro-engagements. Arrivez à l'heure à vos rendez-vous, répondez à vos messages dans les délais annoncés, tenez vos promesses, même les plus petites. Cette cohérence quotidienne construira progressivement votre image de personne sur qui on peut compter. Gérez également vos réactions face aux difficultés. C'est dans l'adversité que se révèle le vrai caractère et c'est là que se forge la réputation la plus solide. Quand un projet tourne mal, assumez vos responsabilités sans chercher de boucs émissaires. Quand on vous critique injustement, répondez avec mesure et dignité. Quand on vous met des bâtons dans les roues, gardez votre cap sans vous plaindre. Ces moments difficiles sont des opportunités en or pour démontrer votre solidité mentale. Ceux qui vous observent retiendront votre comportement sous pression, bien plus que vos performances en période facile. Votre gestion de l'adversité devient votre signature distinctive. Votre marque de fabrique personnelle. Contrôlez aussi vos associations. On vous juge non seulement sur vos actes, mais aussi sur la compagnie que vous fréquentez. Si vous voulez être perçu comme quelqu'un de sérieux et d'ambitieux, évitez de vous afficher constamment avec des personnes légères et sans objectif. Si vous visez une promotion, côtoyez ceux qui ont déjà le niveau que vous convoitez. Cette sélectivité sociale n'est pas du snobisme, c'est de l'intelligence stratégique. Vous devenez inévitablement la moyenne de votre entourage, et votre entourage déteint sur votre image. Choisissez donc consciemment les influences que vous acceptez dans votre vie. Maîtrisez enfin l'art de la communication indirecte. Au lieu d'annoncer vos qualités, créez des situations où elles se révèlent naturellement. Au lieu de revendiquer votre leadership, prenez des initiatives qui le démontrent.
au lieu de proclamer votre intelligence. Posez des questions qui la révèlent. Cette approche subtile impressionne infiniment plus que l'autopromotion directe. Elle laisse aux autres le plaisir de découvrir vos qualités, ce qui les rend complices de votre valorisation plutôt que sceptiques face à vos prétentions. L'application systémique, transformée chaque jour en terrain d'entraide. Ces 5 piliers ne sont pas des techniques isolées à appliquer de temps en temps. Ils constituent un système intégré de développement personnel qui doit imprégner chaque aspect de votre existence quotidienne. Chaque interaction devient une occasion de les pratiquer. Chaque défi une opportunité de les renforcer. Commencez dès demain matin. Regardez-vous dans le miroir avec l'intensité du guerrier qui se prépare au combat. Pilier 1. Choisissez 3 phrases maximum pour répondre à la première question qu'on vous posera. Pilier 2. Identifiez d'avance la provocation probable de la journée et préparez votre réaction sereine. Pilier 3. Décidez quelles limites vous devrez poser si l'occasion se présente. Pilier 4. Réfléchissez à l'image que vous voulez projeter dans vos interactions importantes. Pilier 5. Cette préparation mentale transforme chaque journée en laboratoire d'expérimentation personnelle. Vous cessez de subir les événements pour commencer à les orchestrer. Vous passez du statut de spectateur passif à celui d'acteur conscient de votre propre transformation. Au bout de quelques semaines de pratique assidue, ces comportements deviendront automatiques. Votre nouveau moi aura remplacé votre ancien moi. Votre présence magnétique intimidera naturellement ceux qui n'ont pas fait ce travail sur eux-mêmes. Vous aurez rejoint cette minorité d'individus qui dominent leur environnement au lieu de s'y adapter. Mais cette transformation technique n'est que le début. Elle prépare le terrain pour une métamorphose plus profonde, une révolution intérieure, qui touchera l'essence même de votre identité. Car l'esprit véritablement inébranlable ne se contente pas de techniques comportementales, il puise sa force dans des sources infiniment plus profondes. Il arrive un moment dans cette quête de transformation où les techniques ne suffisent plus, où les méthodes comportementales révèlent leurs limites, où vous comprenez que l'esprit véritablement inébranlable ne se construit pas seulement avec des stratégies, mais avec quelque chose de plus profond, de plus essentiel, de plus mystérieux, une métamorphose de l'identité elle-même. Cette métamorphose ne s'explique pas. Elle se vit, elle ne s'enseigne pas, elle se transmet par résonance, elle ne se copie pas. Elle s'éveille de l'intérieur comme une graine dormante, qui trouve enfin les conditions de sa germination. Pour vous aider à comprendre cette transformation intérieure, laissez-moi vous révéler 3 images vivantes qui habitent l'inconscient de tous ceux qui ont atteint la maîtrise véritable. La métamorphose du fleuve, de la dispersion à la puissance. Concentrez, imaginez-vous d'abord comme un fleuve, mais pas n'importe quel fleuve. Celui que vous êtes aujourd'hui ressemble à ces cours d'eau qui se perdent dans les marécages, se divisent en 1000 bras morts, s'éparpillent dans les méandres sans fin. Votre énergie vitale se disperse dans toutes les directions, un peu dans les regrets du passé, un peu dans les angoisses du futur, un peu dans les distractions du présent. Cette dispersion vous affaiblit cruellement. Imaginez la force que pourrait avoir ce même fleuve s'il concentrait toute son énergie dans un seul lit, profond et puissant. Visualisez ces eaux tumultueuses qui, au lieu de s'étaler mollement dans la plaine, se rassemblent pour creuser les vallées, sculpter les montagnes, transformer les paysages par leur passage. L'esprit inébranlable œuvre exactement cette métamorphose intérieure. Il rassemble toutes ces forces éparses, ces désirs contradictoires, ces énergies gaspillées, ces attentions dispersées pour les canaliser vers un objectif unique et lumineux. Cette concentration transforme l'individu ordinaire en force de la nature humaine. Mais comment opérer cette concentration? Comment passer de l'éparpillement à la focalisation? De la dispersion à la puissance? La réponse tient dans votre capacité à identifier votre mission de vie authentique. Cette vocation profonde qui donne un sens transcendant à votre existence. Car voici le secret que peu de gens comprennent tant que vous n'avez pas trouvé votre pourquoi fondamental. Vous restez vulnérable aux 1000 tentations qui vous détournent de votre chemin. Vous vous laissez influencer par les opinions des autres parce que vous n'avez pas d'opinion tranchée sur votre propre direction. Vous vous dispersez dans des activités secondaires parce que vous n'avez pas identifié votre priorité absolue. L'homme à la mission claire, lui, devient imperméable aux distractions. Il sait instantanément ce qui mérite son attention et ce qui n'en vaut pas la peine. Il développe cette capacité rare de dire non à tout ce qui ne sert pas son objectif principal, même quand ces noms dérangent ou déçoivent son entourage. Cette clarté de mission transforme radicalement votre présence sociale. Au lieu d'être ce personnage fluctuant qui change d'opinion selon les interlocuteurs, vous devenez cette force stable autour de laquelle les autres gravitent. Votre certitude intérieure génère naturellement le respect et parfois l'intimidation de ceux qui naviguent encore dans le brouillard de l'indécision. Regardez les grands leaders de l'histoire. Gandhi avec sa mission d'indépendance non violente, Euil avec sa détermination à préserver la civilisation occidentale, Job avec son obsession de
La beauté technologique, tous partageaient cette caractéristique, une mission si claire, si puissante, si personnelle qu'elle concentrait toute leur énergie vitale comme un laser concentre la lumière. Cette concentration ne se décrète pas. Elle se découvre, elle émerge souvent des profondeurs de vos blessures les plus profondes, de vos révoltes les plus intimes, de vos aspirations les plus secrètes. C'est pourquoi la connaissance de soi n'est pas un luxe philosophique, mais une nécessité stratégique pour quiconque veut développer un esprit inébranlable. Creusez donc vos propres profondeurs. Qu'est-ce qui vous révolte vraiment dans ce monde? Qu'est-ce qui vous passionne au point d'oublier le temps qui passe? Qu'est-ce que vous feriez même si personne ne vous payait pour le faire? Ces questions révèlent les indices de votre mission authentique. Une fois cette mission identifiée, votre transformation ressemblera à celle du fleuve qui trouve son lit définitif. Toutes vos décisions s'alignent naturellement sur cet objectif transcendant, toutes vos énergies convergent vers ce point focal. Toutes vos ressources se mobilisent au service de cette vision unificatrice. Cette métamorphose génère un phénomène fascinant. Vous commencez à attirer magnétiquement tout ce qui peut servir votre mission. Les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes informations semblent venir à vous comme attirées par un aimant invisible. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique mentale. Votre conscience focalisée repère automatiquement tout ce qui résonne avec votre objectif principal, mais surtout, cette clarification de mission vous immunise contre les manipulations extérieures. Comment quelqu'un pourrait-il vous faire dévier de votre route s'il ne comprend même pas où vous allez? Comment pourrait-il vous déstabiliser s'il ne saisit pas les fondements de votre stabilité? Votre mission devient votre armure, votre boussole, votre source inépuisable de pouvoir personnel. La métamorphose du phare, de la dépendance à l'autonomie lumineuse, la deuxième image qui doit imprégner votre inconscient est celle du phare solitaire, battant les flots déchaînés. Ce phare ne demande l'autorisation de personne pour briller. Il ne quémande l'approbation d'aucune autorité pour éclairer la nuit. Il ne négocie avec aucune tempête pour maintenir sa lumière. Il brille, point final. Parce que c'est sa nature et sa fonction, l'esprit inébranlable opère exactement cette transmutation. Il passe de la dépendance émotionnelle aux autres à l'autonomie absolue de son propre rayonnement intérieur. Il cesse de chercher validation, reconnaissance, approbation à l'extérieur pour puiser sa force dans sa propre cohérence interne. Cette métamorphose constitue probablement la plus difficile de toutes, car elle implique de renoncer aux stratégies de survie émotionnelle que vous avez développées depuis l'enfance. Pendant des années, vous avez appris à moduler votre comportement selon les réactions de votre entourage, à être sage quand papa était en colère, brillant quand maman était triste, discret quand les adultes discutaient. Ces adaptations étaient intelligentes à l'époque et elles vous permettaient de survivre dans un environnement où vous dépendiez totalement de la bienveillance des grands. Mais elles ont créé en vous une structure mentale de dépendance chronique qui continue de vous handicaper à l'âge adulte. Combien de vos choix actuels sont encore dictés par cette recherche d'approbation? Combien de vos opinions sont modulées selon votre interlocuteur? Combien de vos projets sont abandonnés dès qu'ils rencontrent de la résistance sociale? Cette dépendance émotionnelle fait de vous un satellite gravitant autour des autres au lieu d'être la planète autour de laquelle les autres gravitent. Le phare, lui, tire sa lumière de sa propre source. Il ne s'éteint pas quand les autres phares brillent plus fort. Il ne change pas de couleur pour s'harmoniser avec l'environnement. Il ne diminue pas son intensité pour ne pas déranger les navires qui préfèrent naviguer dans l'obscurité. Il assume pleinement sa fonction d'éclaireur. Quelles que soient les réactions que cela suscite, cette autonomie lumineuse ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Elle nécessite un sevrage progressif de votre addiction à l'approbation externe. Commencez par identifier vos deals émotionnels, ces personnes dont l'opinion compte trop pour vous, dont l'approbation conditionne votre estime personnelle, dont la désapprobation vous plonge dans l'angoisse. Une fois ces dépendances identifiées, travaillez systématiquement à vous en libérer, non pas en coupant brutalement ces relations, ce qui serait souvent dommageable, mais en développant des sources internes de validation qui rendent ces approbations externes agréables mais non indispensables. Développez votre propre système d'évaluation personnelle. Qu'est-ce qui vous rend fier de vous? Qu'est-ce qui vous donne le sentiment d'avoir bien agi? Qu'est-ce qui vous procure cette satisfaction profonde qui ne dépend d'aucun regard extérieur? Ces critères internes doivent progressivement remplacer les critères externes dans votre hiérarchie des valeurs. Pratiquez régulièrement des actes de courage social, exprimez une opinion impopulaire mais juste, refusez une demande déraisonnable même si cela déplaît. Assumez un choix personnel même s'il déroute votre entourage. Chaque acte de courage renforce votre autonomie émotionnelle et votre résistance aux pressions sociales. Cette transformation vous mènera progressivement vers un état de liberté intérieure extraordinaire. Vous découvrirez ce bonheur particulier de celui qui n'a plus rien à prouver à personne parce qu'il
C'est prouver à lui-même sa propre valeur. Cette sérénité profonde intimidera naturellement ceux qui vivent encore dans la dépendance émotionnelle chronique, car voici l'effet paradoxal de cette métamorphose en cessant de chercher l'approbation des autres, vous l'obtenez naturellement. En arrêtant de quémander le respect, vous l'inspirez spontanément. En renonçant à plaire à tout prix, vous devenez irrésistiblement attirant pour ceux qui savent reconnaître l'authenticité et le phare n'a jamais besoin de prouver son utilité. Les navires viennent naturellement vers sa lumière quand ils en ont besoin. De même, l'esprit inébranlable n'a jamais besoin de démontrer sa valeur, les autres la reconnaissent instinctivement et viennent puiser dans sa force quand leur propre faiblesse les accabla. Métamorphose de l'orfèvre, de la matière brute à l'œuvre d'art vivante. La troisième et dernière métamorphose concerne votre rapport à vous-même. Vous devez apprendre à vous considérer non plus comme un produit fini que vous subissez, mais comme une œuvre d'art vivante que vous sculptez quotidiennement. Vous devenez à la fois l'orfèvre et le métal précieux, l'artiste et la matière première, le créateur et la création. Cette perspective révolutionne complètement votre relation à vos propres défauts et qualités. Au lieu de vous lamenter sur vos imperfections comme s'il s'agissait de fatalités immuables, vous les envisagez comme des aspects de votre personnalité à travailler, à polir, à transformer. Vous passez de la résignation passive à l'optimisation active. L'orfèvre ne maudit pas le métal brut qu'il reçoit. Il ne se plaint pas de ses impuretés, de sa dureté, de sa résistance au façonnage. Il voit dans ses défauts apparents les caractéristiques spécifiques de sa matière première, les contraintes créatives qui vont donner son caractère unique à l'œuvre finale. De même, l'esprit inébranlable ne gémit pas sur ses faiblesses héritées, il ne s'excuse pas de ses limites actuelles, il ne se justifie pas de ses erreurs passées. Il intègre tous ces éléments comme des données de travail, des informations précieuses qui vont guider son processus de transformation personnelle. Cette approche artistique de votre propre développement change radicalement votre rapport à l'échec et à la difficulté. L'orfèvre ne considère pas comme un échec le fait que le métal résiste à ses premiers coups de marteau. Cette résistance fait partie du processus naturel de transformation. Elle l'informe sur la nature de sa matière première et l'aide à ajuster sa technique pareillement. Vos résistances intérieures ne sont pas des ennemis à combattre, mais des informations à décoder. Cette peur qui vous paralyse révèle un territoire psychologique que vous n'avez pas encore exploré. Cette colère qui vous submerge signale une valeur profonde qui se sent menacée. Cette tristesse qui vous envahit indique un deuil que vous n'avez pas encore achevé. L'orfèvre de vous-même apprend à travailler avec ces matériaux psychologiques bruts pour en extraire les qualités latentes. Il transforme sa peur en prudence intelligente, sa colère en détermination constructive, sa tristesse en compassion profonde. Il ne supprime pas ses énergies, il les sublime. Cette sublimation exige une patience d'artisan et une vision d'artiste. L'orfèvre ne façonne pas un bijou en quelques minutes d'inspiration, il y consacre des heures, des jours, parfois des mois de travail minutieux. Chaque détail compte, chaque geste a son importance. Chaque étape contribue à la perfection finale. Votre transformation mentale obéit aux mêmes lois. Elle ne se réalise pas dans l'euphorie de quelques moments de lucidité, mais dans la constance de 1000 petits efforts quotidiens. Chaque pensée choisie consciemment, chaque émotion gérée intelligemment, chaque réaction maîtrisée parfaitement ajoute une nuance à votre chef-d'œuvre personnel. Cette approche artistique développe en vous une qualité rare, la fierté légitime du créateur face à son œuvre. Non pas cette arrogance creuse de celui qui se croit naturellement supérieur, mais cette satisfaction profonde de celui qui sait le travail accompli, les obstacles surmontés, les transformations opérées. Cette fierté authentique rayonne naturellement dans votre présence. Elle se traduit par cette assurance tranquille de celui qui se connaît, s'accepte et se perfectionne sans jamais cesser de s'améliorer. Cette combinaison d'humilité face au chemin à parcourir et de confiance dans le chemin parcouru intimide naturellement ceux qui n'ont jamais entrepris ce travail sur eux-mêmes, car ils perçoivent intuitivement que vous avez accès à des ressources intérieures qu'ils ne possèdent pas, que vous puisez votre force dans des profondeurs qu'ils n'ont jamais explorées, que vous maîtrisez des dimensions de l'existence humaine qui leur restent étrangères. L'orfèvre de soi développe également cette capacité précieuse de voir le potentiel caché dans les autres. Habitué à découvrir les qualités latentes dans sa propre matière première, il repère instinctivement les talents enfouis, les forces inexploitées, les possibilités inexplorables chez ses semblables. Cette vision pénétrante lui confère un pouvoir social extraordinaire, celui de révéler aux autres leurs propres capacités. Cette faculté de révélation fait de lui un leader naturel, un inspirateur authentique, un catalyseur de transformation pour son entourage. La synthèse, l'être unifié. Ces trois métamorphoses du fleuve, du phare et de l'orfèvre ne sont pas successives mais simultanées. Elles s'interpénètrent, se renforcent mutuellement.
se nourrissent l'une l'autre dans un processus de développement intégral de votre personnalité. Le fleuve concentré vous donne la puissance, le phare autonome vous donne la stabilité, l'orfèvre créateur vous donne l'adaptabilité. Ces trois dimensions réunies constituent l'esprit véritablement inébranlable, puissant sans être rigide, stable sans être figé, créatif sans être dispersé. Cette unification intérieure génère ce que les anciennes traditions appelaient la présence. Cette qualité indéfinissable qui fait qu'on remarque certaines personnes dès qu'elles paraissent, qu'on se souvient d'elles longtemps après qu'elles soient parties, qu'on se sent différent après les avoir rencontrées. La présence ne se fabrique pas, elle émane, elle ne s'imite pas, elle se cultive, elle ne se décrète pas. Elle se mérite par des années de travail intérieur sincère et méthodique, mais une fois acquise, elle vous accompagne partout, transforme chaque lieu où vous passez, influence chaque personne que vous croisez. Cette influence n'est jamais neutre. Votre présence élève ou abaisse, inspire ou décourage, fortifie ou affaiblit ceux qui vous entourent. Cette responsabilité énorme fait de votre développement personnel un enjeu qui dépasse votre simple satisfaction individuelle. Il engage votre impact sur le monde, car voici la vérité ultime que révèlent ces métamorphoses en vous. Transformant authentiquement, vous transformez automatiquement votre environnement en devenant inébranlable. Vous offrez aux autres un modèle de stabilité dans un monde d'incertitude. En développant votre autonomie intérieure, vous montrez la voie de la liberté authentique à ceux qui vivent encore en prison mentale. Cette exemplarité silencieuse constitue la forme la plus élevée du leadership. Vous n'avez plus besoin de convaincre par les mots, vous inspirez par l'exemple. Vous n'avez plus besoin de critiquer les faiblesses des autres, votre force révèle leurs possibilités inexploitées. Vous n'avez plus besoin de chercher à dominer, votre maîtrise de vous-même attire naturellement ceux qui aspirent à développer leur propre maîtrise. Mais cette transformation finale exige encore un dernier passage, une dernière métamorphose qui touche aux dimensions les plus subtiles de votre être, car l'esprit véritablement inébranlable ne se contente pas d'être fort, il transcende la notion même de force et de faiblesse pour accéder à un niveau d'existence supérieur. Il existe un niveau ultime de développement personnel que peu d'êtres humains atteignent dans leur existence, celui où la force cesse d'avoir besoin de se manifester pour être reconnue, où la puissance s'exprime par la retenue plutôt que par l'action, où la domination s'exerce par le silence plutôt que par les mots. C'est le royaume de la transcendance silencieuse, le territoire des maîtres véritables. À ce stade de votre évolution, vous découvrez que l'arme la plus redoutable de l'esprit inébranlable n'est ni l'intelligence tactique, ni la force de caractère, ni même la détermination inflexible. C'est quelque chose de plus subtil, de plus puissant, de plus déstabilisant pour ceux qui n'en maîtrisent pas les codes, le pouvoir du silence stratégique. Apprenez à vous taire non par timidité, mais par calcul, non par soumission, mais par supériorité, non par manque d'arguments, mais par excès de lucidité. Le silence du maître n'est pas un vide, c'est une plénitude, ce n'est pas une absence. C'est une présence concentrée à son maximum d'intensité. Observez l'effet que produit votre silence sur les esprits faibles. Ils ne le supportent pas. Ils tentent de le combler par des bavardages nerveux, des explications inutiles, des justifications maladroites. Votre simple refus de réagir immédiatement les pousse à se révéler, à dévoiler leurs véritables intentions, à exposer leurs faiblesses cachées. Imaginez cette scène, un collègue vous lance une provocation en public, espérant vous faire sortir de vos gonds pour vous ridiculiser devant témoins. L'ancien vous aurait mordu à l'hameçon, serait tombé dans le piège de la réactivité émotionnelle. Le nouveau vous accueille cette attaque par un silence parfait. Vous regardez votre agresseur avec la tranquillité du sage contemplant l'agitation d'un enfant. Vous ne dites rien, vous ne faites rien, vous êtes simplement là, présent, imperturbable. Mystérieux, ce silence transforme immédiatement la dynamique de pouvoir. Votre agresseur, privé de la réaction qu'il espérait, se trouve confronté à sa propre médiocrité. Les témoins, au lieu de savourer le spectacle attendu, ressentent le malaise de celui qui vient d'assister à quelque chose qu'il ne comprend pas. Votre silence a révélé la petitesse de l'attaque et la grandeur de votre maîtrise. Cette technique du silence stratégique ne s'improvise pas. Elle exige une discipline intérieure absolue, une confiance en soi inébranlable, une compréhension profonde des mécanismes psychologiques qui gouvernent les interactions humaines. Car le silence authentique ne peut émaner que d'un esprit qui n'a plus rien à prouver à personne. Pratiquez cette discipline quotidiennement. Quand quelqu'un vous pose une question, accordez-vous 3 secondes de réflexion avant de répondre. Quand on vous provoque, laissez passer 5 secondes de silence contemplatif. Quand on attend votre réaction, offrez d'abord votre présence. Ces micro-pauses transformeront progressivement votre rapport à la communication et votre impact social. Mais le silence stratégique n'est que la manifestation externe d'une révolution intérieure.
Plus profonde, l'art du détachement absolu. L'esprit transcendant apprend à se libérer de cette prison dorique et l'attachement au résultat de ses actions. Il agit avec excellence sans être esclave de l'approbation que cette excellence pourrait lui apporter. Cette libération constitue le paradoxe suprême de la puissance mentale. Plus vous vous détachez de l'obtention d'un résultat, plus vous avez de chance de l'obtenir, plus vous cessez d'avoir besoin du respect des autres, plus ils vous respectent naturellement, plus vous renoncez à contrôler les réactions de votre entourage, plus votre influence s'étend mystérieusement. Nietzsche avait pressenti cette vérité quand il évoquait la mort fati, l'amour du destin, mais non pas cette résignation passive de celui qui subit les événements, mais cette acceptation active de celui qui comprend que sa véritable liberté réside dans sa capacité à danser avec les circonstances plutôt que de les combattre stérilement. Cette danse avec l'existence transforme radicalement votre rapport à l'adversité. Au lieu de voir dans chaque obstacle un ennemi à vaincre, vous y découvrez un partenaire de danse qui vous permet de révéler la beauté de vos mouvements. Au lieu de maudire les difficultés, vous les bénissez secrètement car elles vous offrent l'occasion de démontrer votre virtuosité existentielle. Cette alchimie mentale ne peut s'opérer que dans le creuset de la discipline quotidienne, car la transcendance ne tombe pas du ciel comme une grâce divine, elle se mérite par des années d'entraînement systématique, de pratiques répétées, d'exercices spirituels méthodiquement appliqués intégrés dans votre routine matinale. Ces trois piliers de la discipline transcendante. D'abord, la gratitude consciente, chaque réveil. Identifiez trois éléments de votre existence pour lesquels vous ressentez une reconnaissance authentique, mais non pas cette gratitude de surface qui consiste à énumérer mécaniquement vos privilèges, mais cette gratitude profonde qui naît de la compréhension que chaque instant de conscience représente un miracle temporaire dans l'océan du néant. Cette pratique de la gratitude transforme progressivement votre relation à l'existence. Au lieu de voir dans votre vie une série de problèmes à résoudre, vous y découvrez une succession de cadeaux à apprécier. Cette transmutation de perspective vous immunise contre l'amertume, la plainte, le ressentiment qui empoisonnent l'existence de tant d'humains. Ensuite, la méditation silencieuse, consacrez 15 minutes quotidiennes à l'observation pure de votre propre fonctionnement mental. Asseyez-vous dans le silence, fermez les yeux et regardez défiler vos pensées comme un scientifique observerait des phénomènes naturels. Ne jugez rien, ne changez rien, ne forcez rien. Contentez-vous d'observer. Cette pratique développe cette qualité précieuse qu'est le recul par rapport à vos propres mécanismes psychologiques. Au lieu d'être identifié à vos émotions, vous apprenez à les contempler. Au lieu d'être emporté par vos pensées, vous développez la capacité de les examiner. Cette identification progressive vous libère de la tyrannie de vos automatismes mentaux. Enfin, l'autocontrôle délibéré. Choisissez chaque jour un domaine spécifique où vous exercerez votre discipline volontaire. Un jour, ce sera l'alimentation. Vous mangerez exactement ce que vous avez décidé de manger, ni plus ni moins. Un autre jour, ce sera la communication. Vous ne prononcerez aucune parole inutile. Un troisième jour, ce sera la posture. Vous maintiendrez votre colonne vertébrale parfaitement droite dans toutes vos activités. Ces exercices d'autocontrôle peuvent paraître dérisoires, mais ils forgent progressivement cette volonté de faire qui caractérise les esprits transcendants. Chaque petite victoire sur vos impulsions renforce votre confiance en votre capacité de maîtrise personnelle. Chaque discipline apparemment insignifiante contribue à l'édification de votre citadelle intérieure, car voici ce que révèle cette quête de transcendance. L'esprit inébranlable n'est pas un état que l'on atteint une fois pour toutes, mais un processus que l'on nourrit quotidiennement. C'est une œuvre d'art vivante qui ne cesse jamais d'être perfectionnée. Un jardin intérieur qui exige un entretien constant. Une flamme sacrée qui doit être alimentée chaque jour pour ne pas s'éteindre. Cette compréhension vous protège contre l'orgueil spirituel. Cette maladie de l'âme qui consiste à croire que l'on est arrivé à un niveau définitif de développement. L'esprit transcendant reste toujours un débutant dans l'art de vivre, toujours curieux d'apprendre, toujours prêt à remettre en question ses certitudes les plus établies. Cette humilité authentique, paradoxalement, renforce votre aura d'invincibilité, car celui qui n'a plus rien à prouver devient véritablement invulnérable aux attaques de ceux qui ont encore tout à démontrer. Celui qui ne craint plus d'avouer ses ignorances inspire plus de respect que celui qui feint de tout savoir. Celui qui accepte ses limites actuelles révèle un potentiel d'évolution qui intimide ceux qui se croient arrivés au sommet de leur développement. Cette dynamique de croissance perpétuelle transforme votre rapport au temps et à l'espace. Au lieu de vivre dans l'urgence névrotique du résultat immédiat, vous développez cette patience stratégique qui caractérise tous les grands maîtres. Vous comprenez que les transformations authentiques obéissent à des rythmes organiques qui ne peuvent être forcés sans être corrompus. Cette patience ne vous rend pas passif,
Bien au contraire, elle vous permet d'agir avec une précision chirurgicale au moment optimal, quand toutes les conditions sont réunies pour maximiser l'impact de votre intervention, comme le félin qui attend des heures immobiles avant de bondir sur sa proie avec une efficacité foudroyante. Cette maîtrise du timing impressionne profondément ceux qui vous observent. Ils ne comprennent pas comment vous pouvez rester si calme dans l'urgence, si patient dans l'attente, si précis dans l'action. Cette incompréhension génère ce mélange de respect et d'inquiétude qui caractérise l'intimidation authentique, non pas la peur de votre agressivité, mais le trouble face à votre supériorité évidente. Récapitulons le chemin parcouru ensemble. Vous avez d'abord pris conscience de votre potentiel inexploité et des forces qui vous maintiennent dans la médiocrité. Vous avez ensuite observé les mécanismes qui transforment les êtres humains en victimes chroniques de leurs propres faiblesses. Vous avez compris les lois universelles qui gouvernent le développement de la puissance mentale. Vous avez appris les techniques pratiques qui forgent un caractère inébranlable. Vous avez intégré les métamorphoses profondes qui transforment votre identité même. Enfin, vous avez découvert les dimensions transcendantes qui élèvent l'esprit au-delà des catégories ordinaires de force et de faiblesse. Cette progression n'est pas linéaire mais spiralaire. Vous reviendrez plusieurs fois sur chaque étape, à des niveaux de profondeur et de subtilité croissants. Chaque retour révélera des dimensions que vous n'aviez pas perçues lors du passage précédent. Cette spirale ascendante constitue le mouvement naturel de toute évolution antique. Maintenant, il faut agir. Maintenant, il faut choisir. Maintenant, il faut décider si ces pages resteront de belles théories dans votre bibliothèque mentale ou si elles deviendront les fondations de votre renaissance personnelle, car tous ces mots ne valent rien sans votre engagement total dans leur application. Toutes ces techniques restent stériles sans votre discipline quotidienne pour les maîtriser. Toutes ces vérités demeurent abstraites sans votre courage pour les incarner dans votre existence concrète. Le monde regorge d'individus qui connaissent les secrets de la réussite mais continuent d'échouer, qui comprennent les mécanismes du développement personnel mais demeurent stagnants, qui possèdent tous les outils de la transformation mais restent prisonniers de leurs anciens schémas. Ne rejoignez pas cette armée de savants impuissants, devenez plutôt cette force rare qu'est le praticien authentique, celui qui transforme chaque connaissance en expérience, chaque technique en habitude, chaque principe en mode de vie. Cette transformation exige de vous un engagement sans faille, une discipline sans exception, une persévérance sans défaillance. Commencez dès maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand les conditions seront plus favorables. Maintenant, choisissez la première technique qui vous a le plus marqué dans cette lecture et appliquez-la avant la fin de cette journée, puis continuez demain avec la deuxième, puis après-demain avec la troisième. Cette progression méthodique transformera progressivement votre réalité quotidienne. Dans un mois, vos proches remarqueront quelque chose de différent dans votre présence. Dans 3 mois, vos collègues commenceront à vous traiter avec plus de respect. Dans 6 mois, vous-même serez surpris de la transformation opérée, mais surtout, vous découvrirez cette ivresse particulière de celui qui reprend le contrôle de sa destinée, cette satisfaction profonde de celui qui cesse de subir pour commencer à créer, cette fierté légitime de celui qui transforme ses faiblesses en force, ses peurs en courage, ses doutes en certitude. Cette métamorphose personnelle rayonnera inévitablement sur votre environnement. Votre famille bénéficiera de votre nouvelle stabilité émotionnelle. Vos amis puiseront dans votre force retrouvée. Vos collaborateurs s'inspireront de votre exemple silencieux. Votre influence positive s'étendra en cercle concentrique, transformant discrètement mais sûrement le monde qui vous entoure, car voici la vérité ultime de cette quête. En vous transformant authentiquement, vous participez à l'élévation de l'humanité tout entière. Chaque esprit qui atteint l'inébranlabilité authentique devient phare pour tous ceux qui cherchent encore leur chemin dans l'obscurité de la confusion moderne. Cette responsabilité cosmique donne une dimension sacrée à votre développement personnel. Vous ne travaillez plus seulement pour votre satisfaction individuelle, mais pour l'accomplissement de votre mission humaine révélée par votre exemple, ce dont l'être humain est capable quand il accepte d'actualiser son potentiel le plus élevé. Quand vous dominerez parfaitement l'art de l'esprit inébranlable, rien ni personne ne pourra vous ébranler. Ni les critiques des envieux, ni les manipulations des prédateurs, ni les tempêtes de l'existence, ni même vos propres démons intérieurs. Vous aurez rejoint cette aristocratie naturelle des esprits libres qui traversent l'existence avec la sérénité des sages et l'efficacité des guerriers. Cette maîtrise ne vous isolera pas du monde, elle vous y connectera plus profondément. Cette force ne vous endurcira pas, elle révélera votre compassion authentique. Cette transcendance ne vous éloignera pas de l'humanité, elle vous permettra de la servir avec une efficacité
Décuplé car l'esprit véritablement inébranlable ne cherche jamais à dominer les autres, il les inspire à découvrir leur propre inébranlabilité. Il ne cherche pas à les intimider par sa supériorité, il les éveille à leur propre grandeur. Potentiel. Il ne se complaît pas dans sa force, il la met au service de l'élévation. Collectif, voilà votre destinée véritable devenir, cette force de transformation silencieuse qui élève tout ce qu'elle touche. Cette mission commence maintenant. Avec votre première décision consciente d'appliquer ces enseignements. Elle continue demain avec votre deuxième acte de discipline volontaire. Elle se poursuit chaque jour de votre existence. Jusqu'à ce que vous soyez devenu cette version supérieure de vous-même que vous portez déjà en germe. Le chemin est tracé. Les outils sont donnés. Les lois sont révélées. Il ne reste plus qu'à marcher. Avec la détermination du pèlerin qui sait où il va et la patience du sage qui comprend que le voyage importe autant que la destination. Levez-vous maintenant. Regardez-vous une dernière fois dans le miroir avec vos anciens yeux, puis fermez-les quelques secondes et visualisez intensément cette version transcendée de vous-même que vous allez devenir. Rouvrez-les, le voyage de votre renaissance commence à cet instant précis.